Ok, je pense qu'on est déjà live. Donc, bonjour tout le monde. Je pense qu'on va attendre quelques petites minutes en espérant avoir plus de gens connectés. Donc, bonjour Mila, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, Ça va bonjour. bien? Oui, ça va, on remercie Dieu, Super. ça va. Merci Et d'avoir. pour vous? Ça va super bien aussi. Ça va bien. Bon, Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Malheureusement, tu étais censé être avec un médecin pour nous expliquer un peu le côté professionnel de la chose. Malheureusement, elle n'est pas, il y a eu un empêchement de dernière minute. Donc, je vais être avec toi sur le live. On aura plus de temps avec toi pour que tu puisses partager ton expérience avec nous. d'accord. Donc, peut-être on va encore entendre genre jusqu'à 5 petites minutes. Oui, que les On gens peut viennent. déjà remercier tous ceux qui nous suivent habituellement, nos fidèles spectateurs et téléspectateurs, je vais dire. Je sais pas comment on appelle les gens qui regardent les lives, mais encore, nos streamers. Merci de nous suivre tous les dimanches. Et comme vous le savez, on parle souvent de développement personnel, on parle de développement de carrière. Mais on sait que tout ça n'est pas possible si on n'est pas en bonne santé. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'insérer une rubrique santé dans nos lives. Et aujourd'hui, nous allons parler de cancer de sein, comment on l'a, euh, on l'a annoncé. Je sais qu'habituellement, le cancer du sein est à la page quand on est en octobre parce que c'est le mois rose. Généralement, on parle de ça uniquement qu'en octobre. Mais nous, on en parle en janvier parce que, ouais, c'est pas juste en octobre que les gens souffrent du cancer. Donc, on veut essayer d'en reparler comment je vais dire, réveiller l'attention des gens sur cette maladie encore. Donc, je vais vous inviter à partager le lien du live, partager le lien de la vidéo pour que beaucoup de personnes Je peux aussi. puissent suivre le live. Oui, tu peux le partager sur tes pages aussi, on dit là. Comme ça, ceux qui sont sur tes pages vont pouvoir le suivre aussi. C'est ça. Donc, comme je disais, je suis avec Andilat, qui est une jeune béninoise qui a eu la générosité de documenter, je vais dire, sa bataille contre le cancer du sein. Donc, je pense, Andilat, tu as animé une page sur Instagram qui est Andy Beat Oui, Cancer oui, et c'est ça. sur ton profil Facebook aussi. Je pense que tu résumes un peu. Oui, 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 exactement. Je parle un peu de comment je l'ai su, comment ça se passe exactement, le traitement et tout. En fait, en gros, je parle un peu de mon expérience. Exactement. Et puis, pour moi, c'est toute une nouveauté. Tu sais, habituellement, c'est des gens de pages qu'on voit dans des pays occidentaux. Je pense que c'est la première fois que je tombe sur une page animée par une béninoise qui parle d'une maladie en particulier. Tu sais, dans nos cultures, on a tendance à cacher les malades. Quand on est malade, on se cache. On veut pas qu'on le sache. J'aimerais Et souligner la curiosité en ce j'ai point-là. été aussi beaucoup découragée parce que on m'a dit, il faut pas que les gens sachent que tu es malade, ils vont t'envoyer des mauvaises ondes et tout ça. Mais je me suis dit, bon, ce que j'ai pas pu avoir, il faut quand même que je le sois pour d'autres personnes qui doivent passer par là parce que j'ai pas eu de personnes avec qui parler de cette maladie. Donc, du coup, je me dis, autant être celle-là pour certaines personnes qui vont devoir passer par là. Et ça Exactement. m'aide énormément aussi. C'est ça, c'est un peu comme win-win. Ça t'aide à partager ton expérience, mais en même temps, tu sais Voilà. pas sur qui enfin, qui va tomber sur ce message-là et peut-être, tu sais, par exemple, moi, on parle souvent de palpation de sein, mais c'est pas quelque chose que moi je fais habituellement. Et j'avoue que depuis que je lis ta page, j'essaie de le faire un peu plus fréquemment. Donc, ça permet de sensibiliser. Ça te fait du bien ouais, aussi à toi, peut-être. Vraiment, Et vraiment ça te beaucoup permet de surtout de sensibiliser, de faire rappeler aux gens que tu sais, c'est pas une maladie de blanc là, tout le monde peut. Voilà, voilà, on me dit tout le temps que j'ai une maladie de blanc, mais en fait, Ah il y oui, a des personnes qui en souffrent, mais juste que elles ne le disent pas, donc du coup, on on en ne le parle sait pas. pas. Mais au Bénin. Exactement. Moi, je sais jamais. Il y a beaucoup de femmes. J'ai regardé les statistiques la dernière fois et puis on a comme 25 parmi les taux de cancer au Bénin, il y a 25%. C'est quoi? C'est le premier cancer dont les femmes souffrent au Bénin. Il y a quand même beaucoup de gens qui en souffrent au Bénin, mais je peux pas te dire que j'en connais là personnellement. J'en connais pas personnellement. Non, on ne met pas de doigt dessus, mais elles sont là, elles sont cachées juste parce qu'elles ne veulent pas qu'on sache qu'elles sont malades du cancer. En plus, le pire, c'est qu'elles ne sachent pas qu'elles ont un sein de moins de griffe. Voilà, un peu ça.
C'est sûr que c'est très personnel comme expérience, mais c'est quand même, il faut reconnaître, remercier ceux qui ont le courage et la générosité de pouvoir le partager avec les autres. C'est pour ça que je tenais à faire ce petite parenthèse-là. Donc, je pense qu'on va commencer officiellement le live. Donc, je vais juste te laisser te présenter brièvement. Genre, voilà, présente-toi à ceux qui nous... Je suis Ondila Tosseni. J'ai 29 ans, bientôt 30 ans. En avril, bientôt 30 ans. Célibataire sans enfant. En gros, je sais pas quoi dire à part ça. Je sais pas, au Bénin, je suis responsable d'équipe dans une entreprise. J'ai commencé juste avant la maladie, mais Dieu merci, j'ai gardé mon boulot. Donc, quand je vais rentrer, je vais continuer. Je suis basketteuse aussi. Je joue pour le port autonome. Oui, j'ai vu ça la dernière fois que j'étais basketteuse. C'est mon sport de rêve. Mais je suis brave. J'ai aussi joué au Gabon, J'ai aussi joué au Gabon. On a été champion du Gabon. Je suis venue au Bénin. On a encore été champion du Bénin à SPAC. Donc, en gros, voilà, c'est un gros, voilà moi. C'est super sérieux avec le basket. Alors, tu as fait des championnats et tout. Vraiment. J'ai joué au Ghana, j'ai joué au Gabon. Je joue encore maintenant au Bénin. Donc, c'est extra. C'est sûr. Donc, je vais peut-être juste pour faire une petite définition. Je dois avec ça, c'est pas une définition vraiment scientifique, c'est vraiment ma compréhension de ce qu'est le cancer. Et je suis ingénieure en génie biomédical, donc je pense que j'ai un peu la légitime crédibilité pour pouvoir passer cette définition-là comme une vraie définition. Donc, en fait, en général, pour ceux qui ne le savent pas, le cancer, en fait, ok, je vais reformuler. Tu sais, les cellules, on a des cellules dans nos corps. Ce sont ces cellules-là qui constituent les organes, les tissus. Et c'est parce que les cellules se multiplient qu'on passe d'une petite taille quand on est petit à une grande taille après. Donc, c'est le fait que les cellules se multiplient, se divisent, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose qui est souhaitable. C'est quand on a une plaie aussi, c'est parce que les cellules se multiplient qu'elles arrivent à fermer cette plaie-là. Maintenant, au niveau du cancer, ce qui se passe, c'est qu'elles se multiplient tellement qu'elles s'arrêtent plus. Parce que habituellement, quand les cellules se multiplient, il y a comme une communication, en fait, entre l'endroit où elles se multiplient et le cerveau qui est d'accord, là, c'est bon, arrêtez de vous multiplier. Mais au niveau du cancer, c'est que ces cellules sont comme déconnectées un peu du fonctionnement normal du corps et elles se multiplient de leur côté, dans leur coin et ne communiquent plus et ne suivent plus les ordres en fait du cerveau. Et c'est là qu'il peut y avoir un problème. Donc, quand on parle de cancer de n'importe quel organe, c'est que les cellules de cet organe-là se multiplient plus qu'elles ne devraient, en fait. Donc, c'est un peu ma définition un peu vulgarisée de c'est quoi le cancer. Et c'est vrai qu'on dit qu'il y a des prédispositions, il y a des prédispositions génétiques, si on a dans la famille, il y a l'alimentation, il y a les environnements, il y a l'âge. Mais, tu sais, quand on lit de plus, on lit et puis on essaie d'expliquer un peu. Il n'y a pas vraiment de cause à effet au niveau du cancer. C'est comme juste, c'est comme un jeu de hasard, en fait. Personne n'est vraiment à l'abri d'avoir un cancer. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui fait que ces cellules-là se déconnectent du cerveau. Donc, c'est vraiment quelque chose qui concerne tout le monde. C'est vrai que de nos jours, on en parle de plus en plus. Mais on ne sait pas si c'est parce que déjà l'espérance de vie est plus longue, que plus on vieillit, plus il y a des cas de cancer. Et on ne sait pas non plus si c'est parce que on fait de plus en plus de diagnostics qu'on se rend compte qu'il y a plus de cancer. Donc ça se peut que ça a toujours existé, mais vu que les gens mouraient plus tôt avant, on ne s'en rendait pas compte. Et aussi vu que on n'avait pas des méthodes de diagnostic très développées, on ne s'en rendait pas compte. Donc c'est quelque chose qui concerne vraiment tout le monde et personne n'est vraiment jamais à l'abri. Oui. Avec cette petite introduction, je vais te demander, est-ce que toi, tu étais sensibilisée à ça? Est-ce que tu savais c'était quoi le cancer avant d'avoir su que tu l'avais? En fait, généralement, tant que quelque chose ne nous arrive pas, on ne s'en préoccupe pas, on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, je savais qu'il fallait faire la palpation, mais sincèrement, la palpation du sein, mais sincèrement, je ne le faisais pas, pratiquement pas, parce que je me suis dit, bon, ça n'arrive qu'aux autres, quoi, ça n'allait pas m'arriver. Ça que chez les Blancs, pas chez nous. Exactement. Donc, moi, je n'étais pas sensibilisée à ça. Je ne faisais pas vraiment attention à cela. Avant d'apprendre que j'étais malade, non, ce n'était pas très important pour moi.
Ok, donc en fait, c'est un peu ça, c'est mon cas aussi, j'en entends parler à cause de ma formation, j'ai été un peu sensibilisée à ça, mais c'est vrai que tant que tu n'es pas dans le feu, on se dit que, tu sais, on n'est pas concerné, en fait. Surtout quand on n'a pas des images de personnes qui nous ressemblent, qui passent à travers cette expérience un peu comme toi, on se dit, comme tu le dis, que c'est une maladie de blanc, mais c'est pas vrai que c'est une maladie de blanc. Ça touche vraiment tout le monde, tout le monde. Et on a l'impression que les statistiques sont plus élevées ici, enfin en Occident, parce qu'ils font plus de diagnostics. Tu sais, la dernière fois, je faisais des recherches et puis les statistiques disent qu'il y a une personne sur deux au Canada qui va avoir le cancer au cours de sa vie et une personne sur quatre qui va probablement en mourir. Mais ça, c'est parce que les méthodes diagnostiques sont très, très, très à la pointe de la technologie. Fait que s'il y a quelqu'un qui a le cancer actuellement dans le système médical ici, on va le savoir obligatoirement. Donc, et c'est pas encore le cas vraiment au Bénin. Donc, ça m'a posé la question, comment ça s'est passé? Comment tu l'as su? Qu'est-ce qui a réveillé ton attention? Ça s'est passé comment ta première consultation? Tu peux nous raconter un peu? En fait, d'abord, j'avais senti une boule dans mon sein. Bon, je me disais que c'était rien de, comme j'avais pas mal, je me disais, bon, c'était rien de grave, ça allait passer. C'était juste mon sein qui était comme ça, quoi, en fait. Ouais. Donc, j'étais au Gabon dans le temps. Je travaillais au Gabon. Okay. Donc, j'ai commencé à avoir mal, de petites douleurs, tu vois. Et ça, j'ai commencé à avoir de petites douleurs. Je me suis dit, bon, il faut vraiment que je vois quelqu'un. Donc, j'ai vu une collègue au boulot qui a fait, je crois, qui était infirmière, je crois. Mm-hmm. Elle a palpé le sein au boulot. On est allé aux toilettes, elle a palpé le sein. Elle a dit, bon, ça, c'est pas normal. C'est pas que c'était pas rond, c'était un peu irrégulier. Okay. Donc, j'ai pris rendez-vous pour une consultation chez la gynécologue au Gabon. Elle m'avait dit vraiment que c'était pas normal et qu'il fallait que je fasse une écho mammaire. Et c'était vraiment cher là-bas. Et mon salaire ne me permettait pas de faire cet examen. Donc, j'ai appelé ma soeur, ça m'inquiétait, mais j'ai appelé ma soeur, elle m'a dit donc ça ne se passe pas bien et tout ça, que je vais faire l'examen. Une semaine après, bon, j'étais toujours dans cette inquiétude-là. Donc, j'ai décidé du jour au lendemain de quitter le Gabon, de rentrer au pays. Parce que j'étais là-bas seule, j'étais un peu dépaysée, donc j'ai voulu vraiment rentrer, tout reprendre à zéro. Et en plus, j'avais une opportunité de travail ici. Donc, je crois, en juin. Oui, en juin. 2 semaines après, je suis allée faire la photographie de ma mère à Les Grasses, à clinique Les Grasses. Okay. Le médecin a pris le sein. Il a dit bon, qu'il n'y avait pas vraiment de quoi s'inquiéter et que c'était juste mon sein qui se développait de cette manière. Donc, tant que ça ne grossit pas, je n'ai pas à m'inquiéter. Mais que de revenir 6 mois après pour faire encore une autre échographie de ma mère. Okay. C'est que, comme presque tout le monde négligeait, vu que je me suis dit, bon, ça n'a pas évolué. Donc, pourquoi j'irais encore dépenser 25 000 pour aller faire une écho ma mère pour avoir encore des résultats pareils. Genre, ce sera comme jeter 25 000 par la fenêtre. Donc, je ne suis pas partie. 6 mois encore après. Donc, ça fait carrément un an après la première consultation au Gabon. Un an après, je suis repartie pour l'échographie parce qu'en fait, ça avait grossi. J'avais pris une partie du sein, ça avait grossi et ça faisait de plus en plus mal. J'arrivais même plus à me coucher sur le ventre. Donc, je suis repartie le même vendredi, oui. J'ai pris rendez-vous, je suis repartie. C'était déjà arrivé au stade 3. J'ai quitté le stade 1 au stade 3. Donc, en fait, en voyant le médecin, je me suis dit, bon, en voyant sa tête, je me suis dit que c'était pas normal. Parce que quand un médecin t'examine, juste à voir sa tête, tu te dis, bon, ça c'est pas bon, non? J'ai voulu savoir ce qu'il en était. Parce qu'en fait, après l'examen, généralement, on attend, on prend les résultats et on part. Mm-hmm. Donc, c'était aussi un ami de ma grande sœur qui est médecin. Donc, je lui ai demandé, bon, qu'est-ce qui se passe en réalité? Il me dit que d'aller vite voir ma gynécologue et qu'il faut faire retirer la boule au plus vite. Wow. OK. Donc, la boule au plus vite pour la faire analyser. Donc, j'ai appelé ma soeur. Je suis allée voir une gynécologue. Donc, elle a aussi dit que c'était pas normal et qu'il fallait au plus vite enlever la boule du sein. Jusque-là, je me suis dit, bon, je me fais opérer, bon, ça passe quoi. Je passe à autre chose. Mm-hmm. Ce sera que mauvais souvenir. J'ai que 1 mois ou 2 mois à faire
et ça passera. Donc, on a fait envoyer la boule. Après avoir retiré la boule, j'ai été opérée, pardon, j'ai été opérée 2 jours après. Après avoir retiré Ça, la c'était boule. au Bénin? Au Bénin, voilà, au Bénin. C'était au mois de mai. J'ai été opérée la première fois en 28 mai 2020. On a enlevé la boule, j'avais des sondes pour faire couler le liquide et tout ça pendant 2-3 semaines. Donc, le résultat de la boule est revenu. Il se fait que, en fait, quand il m'a opéré, il a retiré la boule et aussi un peu plus dans les contours de la boule. Ouais. Voilà, il se fait que même les contours étaient déjà touchés. Les contours étaient déjà touchés. Il m'a aussi retiré des ganglions, mais tout ça a été touché, c'était cancéreux. Ok. Donc, voilà. La tumeur a commencé par se propager. Voilà, se propager et tout ça. Donc, ma soeur l'a appris avant moi. Ma soeur qui est médecin l'a appris avant moi. Je ne savais rien. Donc, elle me l'a annoncé un vendredi que c'était pas bon et que c'était un cancer malheureusement. Donc ça, c'est après avoir analysé la boule qui a été retirée. Voilà. Ils ont confirmé que c'était un cancer. C'était un cancer. Donc, juste en termes de timeline, là, de durée, c'est que la première fois que tu as remarqué, combien de temps s'est passé entre la première fois que tu as remarqué que tu avais une boule, que tu avais négligée, et ta première consultation déjà? 1 an. Donc, oui. Voilà, entre ça et ta première consultation, 1 an. Et après ça, et après la première consultation, jusqu'à ce que tu découvres que c'est vraiment un cancer, et ça s'est passé aussi 1 an. Non, non. En fait, quand j'ai découvert la boule, j'ai fait une consultation au Gabon, déjà en même temps. Déjà en même temps. Entre la première et qu'on me dise qu'il faut enlever la boule là, 1 an. C'était juste 1 an que tu es passé de stade 1 à stade 3. Oui. En fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que quand j'ai fait la première échographie, ma mère, quand il m'a dit que c'était pas grave, j'aurais dû peut-être aller consulter une gynécologue en même temps. Mais bon, j'avais peur. Donc, quand il m'a dit qu'il n'y a pas à s'inquiéter, moi, j'ai dit, bon, ok, un médecin a dit qu'il n'y a pas à s'inquiéter, donc il n'y a pas à s'inquiéter, quoi. J'ai négligé. C'est ça, j'avoue que ça, c'est quand même un peu surprenant, en fait, parce que, tu sais, quand on demande de faire la palpation, justement, c'est pour voir s'il n'y a pas de boule, justement. Ouais. Donc, je me disais, le fait qu'on dise qu'il y a une boule, automatiquement, on doit au moins faire une biopsie pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette boule-là, minimalement. Oui, en fait, l'échographie mammaire, c'est comme quand on fait une échographie. Il utilise le même appareil qu'on utilise pour l'échographie quand on est enceinte, là, en fait. Donc, il voyait un peu, en faisant l'échographie mammaire, il voyait un peu comment la boule était, les dimensions et tout ça. Donc, pour lui, c'était un développement anormal du sein. Mais ça. Pas grave. Mais pas ça. Grave. Donc, il a dit, bon, tant que ça ne grossit pas, tant que tu n'as pas mal, ça ne servira à rien vraiment de te faire opérer, tout ça. Quoi. Donc, voilà un peu. Ça, c'était un médecin. Il avait quelle spécialité, ce médecin-là? C'est un radiologue, je crois. Oui, un radiologue. OK. Mais il devait avoir sûrement ses raisons. Mais en tout cas, en plus, je devais le voir 6 mois après. Et j'ai négligé aussi. C'est ça aussi. Et c'était le même qui m'a vu 1 an après. Il se disait même que pourquoi je n'étais pas revenue en contrôle, mais je ne savais pas trop quoi dire parce qu'en fait, pour moi, dépenser encore 25 000 francs, ça me disait, bon, je vais faire autre chose avec. Donc, du coup, j'ai négligé aussi. Exactement. Et je tiens aussi à souligner que, tu sais, habituellement, on commence par s'inquiéter pour des femmes qui ont des nodules comme ça, souvent passé 50 ans. Il y a aussi ton jeune âge qui a peut-être fait qu'il est trop jeune pour avoir... Non, le temps, j'avais 28 ans. Donc, je me suis dit, à 28 ans, avoir un cancer. Exactement. Par contre, il faut noter que, tu sais, je lisais la dernière fois un article qui parle des médecins béninois qui disait que, la prévalence est plus élevée au niveau des femmes de plus de 50 ans en Occident, mais en Afrique, c'est beaucoup plus les plus jeunes que ça attaque. Donc, il faudrait qu'on enlève ce mythe de dire que c'est pour les femmes âgées. Ça peut toucher tout le monde aussi. Exactement. Et ça peut toucher aussi les hommes, mais c'est pas juste ceux qui ont de... Pas seulement, oui. Les hommes aussi peuvent faire du cancer du sein. Exactement. Il y en a moins, il y a moins de cas comparé aux femmes, mais ça peut arriver aussi. Donc, je pense que la leçon qu'on peut tirer de cette partie de ton expérience, c'est de vraiment fouiller jusqu'au bout quand on a des doutes par rapport à quelque chose. Donc, c'est rien négliger concernant la santé, rien du tout. Quand vous sentez un truc d'anormal, quand vous sentez que votre corps a changé, qu'une partie de votre corps est plus infectée qu'une autre,
ne dites pas juste, bon, ça va passer. Essayez quand même de voir quelqu'un, prendre des conseils et tout ça. Il faut rien négliger parce que ce qui est petit aujourd'hui, qu'on peut gérer avec une intervention et qu'on passe à autre chose, quand vous attendez beaucoup plus, ça peut devenir plus grave et ça peut vraiment vous coûter encore beaucoup plus cher que ces 25 000 francs que vous aurez pu dépenser pour juste finir avec ça, en fait. Voilà un peu. Exactement. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Il faut jamais rien négliger par rapport à votre corps. Si quelque chose change, c'est une manière à votre corps de vous dire, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, il faut prendre ça au sérieux. Mais c'est le petit bobo là. Il faut prendre ça au sérieux, aller savoir exactement qu'est-ce qui fait ça. Après, c'est rien de grave, c'est rien de grave. On continue ça. On est rassuré, en fait, voilà. C'est ça. Mais au moins, on est rassuré. On évite d'aggraver des choses qui peuvent se prendre en charge très rapidement. Non, c'est un point qu'il faut retenir. Il faut se retenir que c'est pas après 50 ans que ça arrive. Ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Ça peut arriver à n'importe quel âge. Donc, il faut le vérifier, il faut le vérifier tout le temps. Donc ça, il faut le retenir. Par rapport au diagnostic au Bénin, genre, tu as dit que tu as été voir un médecin qui t'a fait une mammographie pour voir un peu la texture du sein. Mais quand on l'a enlevé pour tester et tout ça a été fait au Bénin. Oui, ça a été fait au Bénin. Tout a été fait au Bénin. Ok, donc dans le système public ou bien dans les cliniques? Oui. Il y a une clinique là, on a envoyé, on a analysé, on en a pas. On appelle ça anatomopathologie, un truc comme ça, voilà. Qui analyse les cellules et tout ça. Donc, c'est là que ils ont tout fait en moins de 2 semaines. Ils nous avaient donné 2 semaines de délai, mais en moins de 2 semaines, déjà en 10 jours, on savait déjà, ma soeur avait déjà visité, savait déjà ce qu'il en était et tout ça. Ok, d'accord. Donc, je comprends, mais tu disais que pour faire la mammographie, ça te coûtait 25 000, mais tout le côté diagnostic, c'est autour de combien environ? Pour donner juste une idée de prix aux gens. Pour l'analyse de la masse, je pense que on a dépensé autour de 100 000 pour l'analyse de la masse. L'analyse de la masse, ok. En plus des frais d'intervention et tout. L'intervention, hospitalisation, intervention et tout ça, ça m'a coûté, juste pour enlever la partie, la masse là, autour de 300 000 environ. J'ai une facture de 300 000. Et en plus, le pire, c'est que je n'étais pas assurée. Donc, du coup, ça venait de fonds propres, voilà, exactement. Ok. Exactement. Donc, encore une autre petite leçon aussi. C'est sûr que quand on va bien, on a l'impression qu'on est en train de jeter de l'argent par la porte, qu'on va trouver l'assurance maladie. Mais quand ça va pas, ça sauve quand même un peu. Mais s'il ne couvre pas tout, ça couvre quand même une et je remercie Dieu parce que j'ai commencé un boulot. J'ai commencé un boulot en avril et j'ai eu le diagnostic en mai. Ça fait pratiquement 2 mois, 2 mois de boulot, oui. Et heureusement, mon patron a été formidable. Il m'a aidé financièrement. Mes parents étaient là, mes soeurs étaient là. Donc, du coup, voilà, ça a été beaucoup. Au moins, ce côté-là, je me suis pas inquiétée de ce côté parce que j'avais vraiment. J'étais bien entourée. Voilà. Okay. On va parler du côté support un peu plus tard. Maintenant, après ton traitement, quand tu as su et tout, que ça a été confirmé, enfin, à part ton diagnostic, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé après? Quels sont les traitements, les approches qu'on t'a proposées? Est-ce que ça a été fait au Bénin? Ça a coûté environ combien? Ainsi de suite. Après le diagnostic, elle me l'a annoncé vendredi. Samedi, je suis allée voir la gynéco chez qui j'étais partie pour la première opération. Donc, on est allé la voir, on l'a vue, on m'a proposé, en fait, soit je me fais retirer le sein en totalité. Là, on sait qu'on n'a plus de masse et tout ça, de cellules au niveau du sein. Soit je fais ma chimiothérapie et ma radiothérapie et on va analyser après, voir s'il en reste toujours ou pas. Ok. Sincèrement, j'étais pour garder le sein parce que je me suis dit, j'ai que 29 ans, quoi. Je vais perdre mon sein comme ça et ce côté de mon corps sera plat. Mais en y réfléchissant, je me suis dit, enlever le sein, c'est beaucoup plus sûr pour moi. Je me sentirais plus tranquille d'avoir retiré ce sein-là. Et ce sein malade qui n'a pas voulu de moi. Donc, j'aimerais qu'on le retire totalement et après que je fasse mon traitement et que je sois sûre à 100%. Bon, pas à 100%, j'ai quand même plus de chances de réussite pour le traitement. Donc, du coup,
on a décidé avec mes soeurs et maman, mes soeurs et tout ça, qu'on allait totalement retirer le sein en totalité. J'ai eu une mastectomie du sein gauche. Du sein gauche. Voilà. Après ça, il y a eu quoi? J'ai eu une mastectomie. Le samedi, on a vu le médecin. J'ai été opérée le mercredi qui suit. Donc, en 3 semaines, j'ai eu 2 opérations. Une le 28 mai et une autre mi-juin. Donc, l'autre aussi. L'autre n'était pas encore cicatrisée, mais bon, ils ont quand même retiré le sein. Voilà. Et ça, c'était oui, c'était toujours bénin. Toujours bénin. Toujours bénin. Donc, ils ont retiré le sein. Je suis rentrée 3 jours après. J'étais entre hôpital et tout ça. Bon, en gros, c'était ça, quoi. Et je devais attendre la cicatrisation pour pouvoir commencer le traitement, la chimiothérapie. Je suis partie, on avait pris rendez-vous avec un médecin 2 semaines ou 3 semaines après l'intervention. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait la mastectomie, la chirurgie, il faut commencer le traitement 6 semaines post-opératoire maximum. 6 semaines post-opératoire. J'étais déjà à 4 semaines. Donc, je devais voir le médecin pour décider rapidement du traitement qu'il fallait faire et tout ça, parce que tous les cancers, c'est pas le même traitement qui leur sont adaptés. Donc, décider du traitement à faire. Je vais à l'hôpital pour voir le médecin. Le médecin n'est pas là. On l'appelle, il dit qu'il a eu un empêchement. Pourtant, tu as quelqu'un qui est malade, qui a un cancer, qui doit commencer sa chimiothérapie maximum 6 semaines. Elle était il y a 4 semaines post-opératoire. Deuxième rendez-vous, pareil, il ne vient pas. Comme excuse, c'est qu'il avait quelque chose à faire. Comme ma soeur est médecin, elle est ORL, donc elle s'est dit, bon, on va pas quand même compter sur ces médecins-là qui nous disent de revenir demain, alors que toi, tu dois commencer ton traitement. Il y a le temps qui joue contre toi. Qui joue contre moi. Donc, elle a pris des renseignements au Maroc, en Tunisie et tout ça. Donc, en France aussi, mais dans le temps, il y avait le Covid, donc on ne pouvait pas sortir on ne pouvait pas aller en Europe. Donc, on a opté pour la Tunisie parce que c'était par rapport au rapport qualité, c'était la meilleure destination pour moi. Donc, voilà, en gros, voilà un peu ce qui s'est passé. Donc, je suis venue en Tunisie. Il me restait une semaine avant pour commencer le traitement quand je suis venue en Tunisie. Donc, j'avais encore une semaine de délai pour pouvoir commencer le traitement. Donc, on est venu en Tunisie. On est arrivé en Tunisie le 16 juillet. Accompagnée de ma petite soeur. Elle venait avec moi pour me soutenir parce que sincèrement, je ne pouvais pas faire tout ça toute seule. Donc, elle a plaqué tout le boulot, tout. Donc, elle m'a suivi. Elle m'a suivi ici en Tunisie. On est arrivé le 16 juillet. On a fait une semaine de confinement à l'hôpital. Après, j'ai été opérée pour placer. En fait, ici, on m'a posé un cathéter sous la peau. Au lieu de chaque fois, en fait, comme les produits de chimiothérapie, il faut chercher une veine et tout ça. Pour ne pas me et chaque fois, j'ai été opérée pour placer un cathéter sous la peau ici. Et tout ça, c'est un dispositif relié à mon cœur. Ils ont relié ça avec une grosse veine de mon cœur. Donc, du coup, chaque fois à la chimiothérapie, on me pique ici de ce côté. Ils mettent les produits passent par là, en fait. Le cathéter, là. Le cathéter. J'ai eu, parler de chimiothérapie, j'ai eu 4 grosses chimiothérapies, 4 gros produits que j'ai pris au début. Et j'avais 2 semaines de repos, donc toutes les 2 semaines, je prenais un produit 4 fois. Donc, ça faisait environ 2 mois. Ces produits ont été les pires produits du monde, en fait. Ouais, c'est très intense, la chimio. La chimio, tu finis les 4 produits, le produit là, tu ne manges pas, tu es fatigué, tu as tout le temps la nausée, tu ne fais rien du tout, tu es tout le temps au lit, et ça abat totalement. Et c'est après ce premier produit là, j'ai perdu mes cheveux une semaine après, je crois. Quand je tirais comme ça tombait. Quand je tirais comme ça tombait. C'était systématique, là. On avait partout dans la maison, quand je me réveillais, le lit était plein de cheveux et tout ça. Wow. Moi, j'avais ma touffe là, ma touffe afro, j'adorais, mais c'est la partie qui m'a Elle n'a pas résisté au chat à la chimio. Je te jure, je tirais, ça tombait. Donc, finalement, ma soeur est allée chercher des coiffeuses en bas, on a amené une tondeuse et on a tout enlevé.
On a pu relever, depuis ça ne pousse pas. Donc, depuis août, pratiquement, ça ne pousse pas. Donc, après les quatre premiers là, qui ont duré 2 mois environ, 2 mois environ, je suis passée à un autre produit, c'est le Taxol. Le Taxol, c'est 12 cures à raison d'une une cure par semaine. Le Taxol. Le Taxol, les effets indésirables, c'est que, voilà, mes ongles sont noirs, déjà. Ok. C'est à cause de la chimio. C'est à cause de la chimio. Voilà. Il y a aussi ma paume de main qui était noire, mais là, ça redevient. Ça commence à retrouver sa couleur. Sa couleur. Après, il y a aussi la sensibilité des doigts. Là, on a mal aux doigts et tout ça. L'équilibre. Mais bon, ma soeur était là pour m'aider, donc ça allait. J'ai pas trop senti. Picotement, fourmillement, tu as l'impression qu'on prend des aiguilles pour te piquer. Pour te piquer. À cause de ça, l'oncologue on a dû prendre une semaine de repos parce que c'était vraiment trop, j'arrivais bien à tenir. Donc, on a même failli arrêter le Taxol parce que c'était vraiment... C'était intense pour ton corps. Parce qu'après, si ça devient trop, ça risque d'être comme ça tout le reste de la vie. Ok, d'accord. Genre, il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Voilà, ça pourrait ne plus redevenir normal. Donc, du coup, quand on a arrêté là une semaine, c'était mieux. Donc, du coup, on a continué. Dieu merci, on a fini le traitement. Là, j'ai fini les 12 cours de... Les 12 cours. Donc, du coup, j'ai fait 16 cours de chimiothérapie. On l'a fait en 6-7 mois. Oui, 6 mois. On l'a fait en 6 mois. Donc, en 6 mois, j'étais tout en off, malade. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dit que tu as un cancer, sur le coup, tu te vois en bonne santé, en très bonne santé. Mais les produits que tu prends te rendent malade. C'est ça, parce que ils t'ont rendu plus malade que tu l'étais, en fait. En fait, le but de la chimio, c'est de tuer toutes les cellules du corps. Parce qu'en fait, les produits ne ciblent pas seulement les cellules cancéreuses. Ça tue toutes les cellules, même les cellules saines. C'est pour ça que j'ai perdu mes cheveux. Toutes les cellules saines du corps sont out. Donc, il tue toutes les cellules en espérant que les cellules qui ne sont pas bonnes aussi. Voilà, meurent aussi. Exactement. Donc, c'est après ça que c'est pour ça, en fait, qu'on dit qu'on n'a plus de cellules cancéreuses dans le corps. Voilà. Un résumé de la première partie de ma chimio. Peut-être juste une précision, parce que je pensais que tu avais le choix, en fait, entre l'ablation et la chimio. Mais là, après l'ablation, il te faut quand même faire encore une autre chimio. Oui, en fait, oui, j'avais le choix entre soit faire l'ablation et faire la chimio quand même après, ou soit ne pas faire l'ablation du tout, et faire la chimio. Et après, faire un examen pour voir si le cancer était toujours là ou pas. Ok, d'accord. Donc, tu as fait l'ablation et puis la chimio, c'est vraiment pour s'assurer qu'on a enlevé le plus qu'on... Oui, pour tuer toutes les cellules qui restent et tout ça. Pour tuer toutes les cellules qui a tué et tout ça. Et j'ai l'examen à faire après, mais bon, pour l'heure, on peut dire quand même que je suis quand même à 60% sûr, 65% sûr que ça va aller. Que ça va aller. Donc là, tu as fait ta première partie de chimio, donc il te reste encore d'autres traitements de chimio à faire? Non, j'ai fini ma chimio. Là, je dois faire la radiothérapie. J'ai commencé la radiothérapie. La radiothérapie, c'est juste... Ils envoient juste des rayons UV au niveau de la zone. Ouais, tu en fais en plus de la radiothérapie. Je suis tu as mis toutes les chances de ton côté, en fait. Tu fais... Voilà. Je fais chimio, radiothérapie. Exactement. Parce que habituellement, quand j'entends les gens, enfin, de ce que je connais, là, c'est souvent les enfants, l'un ou l'autre, et puis espèrent que ça va marcher. Et là, tu as fait tous les trois, donc c'est super avec là, tu mets toutes les chances de ton côté, et puis on espère que ça va fonctionner. Exactement. Ok. Et à cause de la chirurgie, j'ai eu des ganglions qui ont été retirés. Donc, du coup, le liquide lymphatique ne circule plus bien au niveau de ce côté de l'eau. Donc, tu as des rétentions d'eau. Voilà. Donc, du coup, le bras, j'ai un lymphodème. Donc, le bras est plus gros que ce que ça devrait. Donc, je suis obligée de porter de compression. Ok. Voilà, mais ça va se revenir après ta chimio et tout? Non, parce que comme j'ai plus de ganglions, ce sera compliqué. Ok, d'accord, je vois. Je fais des séances chez la kiné pour un drainage. Pour drainer.
voilà, pour drainer une fois par semaine ici, que je vais devoir continuer à Cotonou quand je vais rentrer. À Cotonou aussi. Ok. Par rapport à ton traitement, si je comprends bien, tu n'as pas pu faire ta chimio à Cotonou. Ça se fait quand même Ouais. la chimio à Cotonou. Oui, ça se fait à Cotonou. Ça se fait à Cotonou. Mais en fait, il y avait trop de, je sais pas, les médecins étaient, soit on appelle, on a contacté 2 médecins oncologues à Cotonou. On appelle un médecin, il dit que le traitement de l'autre n'est pas bon. On appelle l'autre, l'autre dit que le traitement de l'autre n'est pas bon. Que c'est pas, que Mais c'est pas pas, très clair, en fait. c'était pas clair du tout. Donc, moi, le temps passait. Il fallait vraiment que moi, je commence mon traitement parce que c'était quand même ma vie qui était en jeu. Donc, Ouais, il je fallait comprends. vraiment que je commence mon traitement très tôt. Donc, du coup, voilà, on a dû décider de venir, que je vienne ici. Ok, je comprends. Et je leur disais, quand on préparait cela, on avait essayé de contacter un médecin oncologue et c'était toujours pas pour des questions de disponibilité, on n'a pas pu le faire avec eux, juste pour avoir l'œil, juste par rapport à comment eux vivent la situation dans le système de santé. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a il y a pas beaucoup sûrement qu'il n'y a pas beaucoup de médecins oncologues au Bénin. Et sûrement qu'il y a aussi des questions comment je vais dire, des questions techniques qui les empêchent de bien faire leur travail. On aurait aimé le voir sur là pour qu'ils nous donnent un peu, c'est comment eux vivent la situation de leur côté. Mais en tout cas, on essaie, Aussi, on ici, pourra le faire. Ouais, une prochaine fois. Donc, est-ce que pour ces traitements, on parle c'est pour les frais? Parce que vous faites tous ces traitements des maladies aussi, enfin, des médicaments aussi intenses. J'imagine que ça décoûte un peu quand même. Vraiment beaucoup. Ça Au Bénin, combien? Au Bénin, on disait qu'une séance de chimiothérapie coûtait entre 400 et 500 000, une seule séance. Une seule séance. On a fait combien actuellement en J'en Tunisie? avais, au Bénin, on m'avait proposé d'en faire 6. Donc, ça faisait un retour de 3 millions et tout ça. Mais ici, j'en ai fait, au total, j'en ai fait 16. J'en ai fait 4 grosses, des grosses. Et j'en ai fait 12 quand même assez allégées. Ok. Donc, en fait, le budget, c'était pour venir ici, on a autour de 12-13 millions quoi, pour venir ici d'abord, pour commencer le passeport. Le déplacement, l'avion, l'hôtel. Il faut déposer une caution à l'hôpital pour pouvoir commencer le traitement. Donc, tout ce qui est confinement d'une semaine, quoi encore, traitement et tout ça, le budget était d'environ 12-13 millions. 12-13 millions. Bon, les parents y ont contribué, mes soeurs, quelques amis proches. J'ai aussi contribué un peu, voilà, à peu près. On a pu, grâce à ça, quand même venir ici. Et aussi le billet d'avion, voilà. C'est ça, il y a le billet d'avion aussi. Mais là, tu séjournes à l'hôpital ou bien tu es à l'hôtel en dehors de l'hôpital quand... On a loué un appartement en Tunisie, comme on avait 8 mois à faire. Donc, c'était pratiquement 100 € à l'hôpital par jour. Donc, c'était pas possible. Donc, du coup, on a dû chercher un appartement ici, on a loué un appartement. On habite un appartement depuis août. Donc, voilà. Et le loyer de l'appartement, c'est environ 250 000, 260 000 par mois. Exact. Donc, jusqu'à présent, on essaie quand même de gérer avec les amis, la famille aide vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et financièrement, quand on n'est pas assuré, c'est pas facile, mais bon, on dit la santé n'a pas de prix, donc on n'y peut rien. Exactement. Tu sais, je tenais à ce qu'on parle de ces prix-là parce que c'est quand même des maladies qui coûtent super cher. C'est des maladies qui sont fréquentes. On se dit qu'il y a beaucoup de recherches qui se font là-dedans. On se dit que d'accord, il y a beaucoup de gens qui en souffrent, donc ça devait pas être trop cher, mais ces maladies coûtent super cher à traiter. Donc, c'est une motivation en plus pour essayer de faire tout ce qu'on peut, en tout cas, pour essayer de prévenir ça, au moins de détecter le plus tôt possible. Et c'est ce que je dis tout le temps. Je dis tout le temps que si par exemple, j'avais pris plutôt au sérieux cette masse, j'allais pas du tout avoir sorti tout, on n'allait pas du tout avoir cherché de l'argent, sorti tout longtemps. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment rien négliger. Exactement. Millions 30 000, que de dépenser après des millions pour ce qui vous avez fait. Exactement. Je vais rappeler, vous pouvez toujours poser des questions dans les commentaires et puis quand on aura fini, quand j'aurai fait mes questions, on va passer vos questions. Maintenant, je vais te demander, par rapport à toute cette expérience, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans tout ce parcours-là?
Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Ouais. Tout a été difficile. Tout a été difficile, ouais. Vraiment, tout a été difficile. De la première, de l'annonce, de la première opération, de la première opération où on devait retirer la masse. Et jusqu'à présent, c'est difficile. Mais une chose est sûre, je me dis, j'ai la chance d'être en vie. Donc, même si c'est difficile, il y a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir des moyens pour pouvoir se traiter. Il y a des gens qui ont des moyens, même qui ne peuvent pas se traiter. Des gens qui... Parce que le corps ne répond pas. Parce qu'il faut le dire, c'est pas tout le monde qui a un corps qui répond à cette... Exactement. Voilà, moi, j'ai la chance. C'est difficile. Il y a des jours sombres. Bien sûr, il y a des jours où je pleure. C'est normal. C'est normal vu tout ce qui se passe. Parce que ma vie est un peu en pause, en griffe, mais bon. Exactement. Donc, j'essaie de profiter de chaque instant. Je souris tant que je peux. Et positif tant que je peux. Donc, c'est le plus important pour moi. En effet. Ça m'amène à poser la question parce que c'est sûr, comme tu l'as dit, il y a des jours qui sont plus difficiles, mais généralement, tu as quand même une attitude comment je vais dire, relativiste et quand même reconnaissant malgré tout ce que tu subis actuellement. Qu'est-ce qui t'aide en fait? Qu'est-ce qui t'aide à passer au travers de cette expérience-là? Enfin, je vois que tu es beaucoup entouré, que ta famille est super bien impliquée avec toi. J'imagine que ça aide beaucoup. Donc, qu'est-ce qui rend les choses un peu plus acceptables, je vais dire, pour toi au jour le jour? C'est que d'abord, je ne suis pas seule, j'ai ma soeur qui m'aide énormément, Je dis même pas, aide-moi à faire ça avant qu'elle ne sache ce dont j'ai besoin, non. Voilà, elle m'aide énormément et tout ça. Et après ça, il y a aussi mon entourage, j'ai des amis aussi qui m'aident beaucoup. J'ai aussi de la famille qui m'appelle, qui m'écrivent souvent. Et aussi, le plus important, je suis en vie. D'autres personnes à cette étape ne le sont plus. Je suis en vie, même si j'ai perdu mes cheveux en griffe. Je suis en vie, c'est le plus important. Donc, Dieu merci, quoi. Je suis quand même en griffe reconnaissante pour ça. C'est quand même un cancer, et en plus un cancer triple négatif. Triple négatif, c'est le plus, en termes de cancer du sein, c'est le plus, en griffe, le plus grave. Donc, je suis en vie, donc c'est déjà le plus important. Le reste, les cheveux vont repousser après. Bon, c'est juste. Repousser. Et puis, on pourra te va super bien quand même aussi. Mais ça te va bien aussi. Voilà. En gros, c'est vraiment ma famille, mes amis et surtout le fait de se dire qu'on a envie, qu'on a envie. Mais en même temps, on se dit pourquoi pas moi? Qu'est-ce que les autres ont fait pour mériter aussi d'être malade? Donc, du coup, on est reconnaissant et on dit bon, Dieu merci, quoi. On a quand même assez de moyens pour pouvoir. C'est vrai que c'est dur financièrement, mais bon, on a des moyens quand même pour pouvoir arriver. Dieu merci pour ça. Dieu merci. En tout cas, on dit merci à ta soeur qui a l'air d'être super impliquée dans ton expérience. On lui dit merci. Merci à ta famille aussi. C'est sûr que ça doit beaucoup aider de savoir qu'on n'est pas seul dans cette expérience-là. Je pense que pour n'importe quelle douloureuse expérience, c'est toujours bien de savoir qu'on ne porte pas toute la charge sur nous seuls. Mais je vais te demander, comment tu t'es senti par rapport à l'expérience que tu as eu en tant que patient dans le milieu médical au Bénin et le milieu médical en Tunisie, par exemple? Juste comme petite comparaison. Est-ce que tu as senti le personnel... Tu veux me pousser à dire des trucs. Est-ce que t'as plus aidé? Genre, c'est pas pour dire des mauvaises choses là, mais juste pour comparer parce que on s'en rend pas compte, mais c'est la façon dont ton médecin t'accueille aussi, ça aide beaucoup à gérer les choses. Hein, juste petite comparaison aussi, si c'est pas trop discret. La gynécologue a été quand même très gentille. Elle m'a bien accueillie. Elle a été vraiment très réactive par rapport à ça. C'était quand même une bonne expérience. Mais en fait, ce que je n'aime pas là-bas, ce que j'aime moins chez nous, c'est que on ne t'explique pas tout, en fait. On ne te dit pas tout ce qui t'attend, on ne te prépare pas psychologiquement à ce que tu sais pas quoi tu dois traverser. Tu vois. Par exemple, on m'a pas dit que j'aurais, par exemple, un infodème. On m'a pas dit que j'aurais ça, par exemple. Pourtant, ça arrive dans 20 à 25% des cas de ceux qui ont été opérés du cancer. On m'a pas dit que je vais peut-être avoir ça. On m'a pas vraiment préparé à ça.
Ici, j'ai posé toutes les questions que je voulais poser. Le médecin m'a répondu clairement, j'ai compris clairement ce qu'il allait se passer, ce que j'allais faire. Jusque là-bas, on te dit ce que tu as à faire sans moment t'expliquer. On t'explique, mais pas en fait. Parfois même, tu as peur de poser des questions parce qu'on se dit, tu poses des questions, mais on te répond mal. Donc, ça, c'est à quoi de poser des questions à un médecin qui va te répondre mal. Il va te répondre mal. Ici, j'ai posé toutes les questions, j'ai compris ce qui m'attendait, il m'a préparé psychologiquement à ça. Je n'étais pas toujours à 100% préparé, mais bon, c'était beaucoup mieux. Moi, tu as une idée générale de ce que j'avais été au Bénin, voilà. Ok. Ça, c'est un bon point que tu viens de soulever parce que il y a de ça quelques années, j'ai une tante qui avait une expérience pareille aussi. C'était une tumeur qu'elle avait dans la tête. C'était vraiment, elles ont traîné à la maison. C'était au stade terminal là. Et je me rappelle dans le temps, elle était au CNHU, mais personne ne lui disait qu'est-ce qu'il avait. C'est vrai que, et puis j'ai aussi remarqué qu'on n'a pas, toi par exemple, tu avais l'attitude de poser des questions. Mais tu sais, tout le temps, les malades ne posent pas souvent des questions aussi. Et même quand on pose des questions aussi, comme tu le dis, ils répondent pas tout le temps. C'est moyen on l'a gardé à l'hôpital là, on payait des médicaments, on payait des analyses, on payait des choses, mais la situation n'évoluait pas. Tu sais, c'est là que je me dis, il faut que j'aille voir le médecin pour savoir qu'est-ce qu'il y en a, pourquoi rien n'évolue. Et c'est là qu'il m'a expliqué qu'en fait, il n'y avait plus rien à faire. Mais je suis comme, il n'y a plus rien à faire. Pourquoi tu les laisses dépenser de l'argent alors que tu sais qu'il n'y a plus rien à faire? Genre, juste dis les choses. Il n'y a plus rien à faire. Par exemple, ici, par exemple, ils ne se soucient pas. Je vois que l'argent est important pour le traitement, mais en fait, ici, j'ai l'impression que le bien-être du patient passe d'abord un peu avant, parce qu'en fait, quand le patient est bien accueilli, quand il est bien écouté, quand il est en gros, quand il se sent bien, c'est déjà une partie de réussite pour le traitement à suivre. Quand le patient n'est pas posé, quand le patient est stressé, quand il a peur de poser des questions à son médecin, il n'est pas dans la bonne dynamique pour pouvoir réussir son traitement, tu vois. Donc, c'est très, très important. Quand il n'est pas dans un bon cadre, peu importe ce que tu feras, le traitement ne répondra pas parce qu'il n'est pas bien moralement, il n'est pas bien psychologiquement. Donc, il faut vraiment qu'au Bénin, qu'on sache que le bien-être du patient, c'est déjà un pas de plus vers la santé, vers la guérison. Exactement. Et aussi le fait de savoir qu'est-ce qui se passe dans mon corps, ça aide aussi à se concentrer. Ok, d'accord. Si tu dois prier, au moins, tu sais spécifiquement sur quoi tu dois prier, tu sais. Ouais, donc, ça aide beaucoup. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui a envie de savoir, mais je vais dire, et j'imagine qu'ils ont aussi leur raison. On aurait aimé les avoir ici pour qu'ils nous expliquent un peu pourquoi c'est comme ça. Mais quand on a des patients en face qui ont envie de savoir, je pense que la moindre des choses, c'est de leur expliquer au lieu de leur peur. Ils ont peur, ils ont aussi peur que le patient ait peur. Qu'ils se disent, bon, qu'il soit peut-être découragé et tout ça. Okay. Mais quand il arrive à une personne, il faut vraiment qu'il sache ce qui lui arrive et qu'il se dise, bon, il faut que je sois forte et que dès le départ, il soit se prépare psychologiquement à ce qu'il attend. Sinon, après, les choses me tombent dessus sans qu'on ne sache. Par exemple, le lymphodème, ça m'est tombé dessus. J'ai dû faire. J'avais un bras qui grossissait, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. J'ai dû taper sur Google bras gros après mastectomie. Et j'ai vu le mot lymphodème sans comprendre ce que c'était. C'est que c'était. Donc, j'ai fait des recherches sur Internet pour pouvoir voir que, en fait, j'ai un lymphodème. Je ne le savais pas. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai dû voir que j'avais un lymphodème et tout ça. J'avais les doigts enflés par rapport à celui-là, très enflés. Maintenant, c'est mieux. Maintenant, le bras a vraiment très enflé. Je ne savais rien du tout de ce que c'était. Rien du tout. Maintenant, je fais des recherches. Je dirais même que je connais plus de termes médicaux. Je suis devenu un mini médecin de grippe, quoi. Parce que je connais tellement de termes maintenant, des termes techniques. Que tu ne connaissais pas. Je te promets. Donc, c'est ça, c'est vraiment important de parler aux patients et de l'expliquer ce qui se raconte avec ils passent, en fait. Et ça m'a posé, je pense que c'est ma dernière ou mon avant-dernière question. Est-ce qu'il y a des systèmes au Bénin pour offrir justement, comme tu en parlais, de l'aide psychologique pour des personnes qui souffrent de cette maladie-là? Ici en Occident, il y a parfois des groupes de soutien où c'est des patients
qui ont le cancer, justement, qui se retrouvent pour partager ce qu'ils vivent, ainsi de suite. Est-ce que tu as connaissance de ce genre de groupe ou bien de ce genre de programme de soutien au Bénin? Oui, en fait, quand tout ça a commencé, ma soeur, bon, je t'ai dit qu'elle est médecin, ma grande soeur, ouais, Elle est un peu au courant. elle m'a mis en contact avec un psychologue pour m'aider, en fait. OK. On s'est vu quelques fois, on a parlé. C'est vrai que ça m'a quand même fait assez de bien. Mais en termes de genre, un groupe de soutien, non, je n'ai pas. J'ai même pas pu parler à quelqu'un qui a souffert du cancer. J'ai pas eu cette chance. Donc, j'ai pas du tout cette chance de parler à quelqu'un qui a vraiment eu un cancer. Malgré que tu as fait le traitement et tout, tu ne connais personne d'autre qui suit le même parcours que toi. Non, en fait, parce que j'ai le même parcours, mais qui a suivi le même parcours avant, oui. C'est quand j'ai commencé en fait à en parler, quand j'ai commencé à parler sur Twitter, Instagram, Facebook, quand j'ai commencé à avoir des gens, des proches qui sont passés par là, et je me suis dit, bon, ce qui m'arrive en fait, c'est pas à moi seul que c'est arrivé, ça arrive aussi à d'autres personnes, juste qu'on ne le sait pas. Parce qu'elles ne parlent pas, parce qu'elles ont peur de parler, elles se disent, bon, le cancer, c'est quand même un sujet tabou, alors que ça ne devrait pas être un sujet tabou. C'est ça, c'est pas un sujet tabou. Comme je le disais, ça te tombe juste dessus. Il y a pratiquement rien que tu peux faire pour éviter ça, en fait. Donc, c'est pas comme si on était allé le chercher, je vais dire. Donc, ça devrait pas être tabou. Et il faut aussi qu'on sache que souffrir d'un cancer, c'est pas forcément. Moi, quand j'ai entendu tu souffres d'un cancer, j'ai pensé en même temps, bon, je vais mourir, c'est fini, c'est tout. Tu vois, parce qu'en fait, dans ma tête, c'est cancer, c'est mort. Mais heureusement que j'ai eu ma soeur à côté qui m'expliquait que non, qu'il y avait un maladie. Voilà. Donc, c'est pas. Avant un cancer, c'est pas genre, je suis dans mon lit, je suis couchée, je suis triste et tout ça, je suis. Non. C'est vrai que les médicaments nous rendent vraiment très, très mal, mais le cancer, c'est pas la mort, quoi. C'est vrai qu'on a plein de choix de penser, mais quand on met vraiment tout ce qu'il y a à mettre de notre côté, vraiment. Après le traitement, c'est bien. Maintenant, moi, après mon traitement, j'aurais à faire tous les 3 mois un bilan sanguin pour savoir si tout va bien. Si tout va bien. Tous les 3 mois pendant, je crois, 1 an ou 2 ans, tous les 3 mois. Et après, ça a passé tous les 6 mois, une échographie mammaire. Le second, c'est et la zone qu'on a opérée. Et après, ça a passé à tous les 6 mois, 6 mois, 6 mois. Avant que je ne dise que je suis guérie, il faut forcément attendre une dizaine d'années. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'on guérit du cancer, les cellules peuvent partir, mais ça se peut qu'il y en ait quelques-unes qu'avec le temps, c'est vraiment pas de rémission, bien de rechute. Oui, c'est pour ça en fait que pendant les 10 années, là, on parle de rémission. Non, on parle de guérison vraiment. Après, il n'y a pas de nouvelles cellules qui se sont déclenchées et tout ça. Voilà un peu. Exactement. Et puis, de mon côté, je connais pas de poche. Je sais pas si c'est héréditaire parce que je connais pas de poche qui est souffert du cancer. Donc, du coup, moi seulement se dit, bon, dans ma famille, il n'y en a pas, donc bon, je ne peux pas s'occuper de ça, non? Oui, ça peut arriver. Enfin, quand on dit que c'est des prédispositions, c'est juste enfin, pas des causes là, des paramètres qui font dire que qu'il y a plus de chances que tu l'aies. Voilà, aucun de ces paramètres, ça ne veut pas dire que tu l'auras pas non plus. Voilà. Donc, exactement. Par exemple, moi, mes filles, par exemple, elles vont devoir forcément à un certain âge contrôler quand j'aurai des enfants, des filles, elles vont devoir tout le temps contrôler ce côté-là. Même mes soeurs, maintenant, je dois faire même un examen bientôt pour savoir si c'est dans l'hérédité ou pas. Si c'est dans l'hérédité, mes soeurs vont devoir à chaque fois, si elles ont le gène, elles vont devoir, si elles ont le gène, ça ne veut pas dire qu'elles auront forcément un cancer du sein. Elles peuvent avoir le gène et pas développer de cancer. Parce qu'il faut qu'elle contrôle tout le temps pour voir s'il n'y a pas de soucis, quoi. Exactement. Et puis, je vais juste revenir sur un petit point que tu as souligné tantôt, le fait que tu as pu consulter un psychologue. Je sais que ça aussi, c'est comme, on se dit que un psychologue, c'est pour les blancs, mais c'est pas pour les blancs, les psychologues, c'est pour les blancs. Et le psychologue m'a peut-être aidé, mais à un moment donné, je me disais,
À un moment donné, il voulait qu'on se voit, mais je disais non, c'est pas possible, je n'ai pas besoin de ça. Parce que je me suis dit, c'est un truc de blanc. Nous, en Afrique, on est formateur, je dis que c'est une discussion. Mais en Mais réalité, ça aide beaucoup de parler à quelqu'un, vraiment. Ça aide beaucoup. ça de parler à quelqu'un. Et puis, on peut parler à tout le monde. On peut parler à tout le monde. Mais le fait d'aller le professionnel, c'est qu'ils savent quel mot utiliser pour pouvoir savoir vraiment qu'est-ce qui te dérange et t'aider à te concentrer sur ce qui te dérange et t'aider dans ce sens-là. Donc, et c'est pas uniquement qu'on est malade, mais quand on va pas bien, on peut juste parler à quelqu'un, juste une heure, une séance, deux séances. Ça aide, de bien aussi. C'est pas de voir tout le temps là, sur tout le temps, c'est autre chose, mais une fois en passant, juste parler à quelqu'un qui est pas de notre entourage pour essayer d'avoir des avis professionnels, des avis éloignés, des avis objectifs, ça aide beaucoup aussi, donc. Ça aide énormément, énormément. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir quand même une sœur qui est dans le domaine médical. Qui a su t'envoyer là où il faut que tu... Elle a su m'envoyer là où il fallait. Et aussi, elle a su ce qu'il me fallait. Même quand je disais, bon, je vais bien, elle sait quand même, bon, parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire à sa famille, tu vois. Exactement. Il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on est sûr qui ne reportera plus. Ça aide aussi. Tu dis tout ce que tu as sur le cœur, il ne te juge pas, il essaie de te conseiller, voilà. Voilà, ça aide beaucoup quand même, ça aide. Exactement. Mais merci beaucoup, Angela, pour toutes ces expériences-là. Et puis, je me suis rappelé ta page, c'est Andy Beat Cancer, c'est ça. Et puis, exactement. Donc, si les gens ont des questions, si quelqu'un peut passer par là, est-ce que ils peuvent consulter ta page? J'imagine t'écrire aussi pour je suis là. L'énergie là. Je suis là pour ça, pas de souci. Je suis là pour aider au mieux, autant que autant que je le peux. Les personnes qui veulent me parler, qui veulent des conseils, je suis là pour ça. Il n'y a pas de souci, je suis ouverte. Donc, le but pour moi, quand j'ai créé cette page, c'est vraiment de partager ce que j'ai eu à vivre, aussi d'essayer d'aider, de conseiller des gens qui vont passer par là et qui sont déjà passés par là. Moi, ça me gêne pas. Exactement. Et ça me poser la question, qu'est-ce que ça te rapporte, genre, cette page-là? Est-ce que le fait de parler avec des personnes, le fait de parler de ton expérience, est-ce que ça t'aide dans ton parcours? Est-ce que ça aide à alléger un peu ce que tu traverses? Ça m'aide énormément. Parce que dans mon cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas eu de personnes à qui parler, des personnes qui sont passées par là qui parlaient. Donc, en gros, ça m'aide et ça me rassure que des personnes, grâce à cette page, vont quand même consulter, vont faire l'examen. Les personnes qui ont négligé vont faire l'examen grâce à cette page. Parce que j'ai plein de personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit, parce que j'ai vu ce que tu as vécu, je suis allée consulter, je suis allée me faire opérer même pour faire retirer cette masse. Et oui, j'ai une ou deux personnes qui me disent, depuis que j'ai entendu parler de ton combat, j'avais une masse là que je négligeais, mais maintenant, je suis allée me faire opérer. Je suis allée me faire opérer pour la faire retirer. On m'a écrit pas plus tard qu'il y a 2 jours, la personne a pu s'est fait opérer, on a retiré la boule pour qu'on va la faire analyser. Donc, du coup, moi, ça m'aide. Et si ça aide d'autres personnes aussi si ça aide d'autres personnes aussi à faire en sorte que ce sujet ne soit pas tabou, moi, c'est important. Ça ne me rapporte rien en termes d'argent, hein, bien sûr. J'imagine. Mais en termes psychologique, moi, ça m'aide beaucoup. Voilà, ça m'aide vraiment beaucoup de parler de ce qui se passe dans ma vie actuellement et aussi de parler de mon expérience. Ok, c'est ça. Donc, en fait, c'est exactement ça. On se rend pas compte que le fait de parler de ce qu'on vit, à quel point ça peut aider énormément. Exact. Et pour en fait que c'est vraiment, il faut vraiment faire attention à son. Moi maintenant, je suis là tout le temps. Je dois acheter des vêtements adaptés à mon griffe, mon handicap, un griffe. La prothèse ma main en silicone que je dois m'acheter, ça coûte environ 90 000 et j'ai besoin de 2. Le manchon coûte environ 35 000, j'ai besoin de 2 chaque fois pour changer. Les soutiens-gorge adaptés, l'unité 30 000, 35 000. Donc, imagine combien je devais acheter et tout ça. Exactement. Tout, le maillot de bain, tout en fait coûte une fortune. Donc on a tous, voilà, quand je parle de ça, en fait, c'est pour dire que
dépenser 25 000 francs pour un examen qui pourrait t'éviter de dépenser des millions après. C'est beaucoup mieux de le faire, même si on a peur. Je sais qu'on a peur, on se dit, bon, si je vais maintenant, ils me disent que j'ai ça. Je vais avoir peur, ma vie est finie. Mais c'est beaucoup mieux d'avoir peur d'aller comme faire l'examen que d'attendre, de traîner. Et après de dépenser des millions. Là, actuellement, on est déjà à près de 15 millions de dépenses, parce que le loyer, tout ça, il faut payer. Tu vois, donc, voilà. Donc, il faut vraiment faire attention à tout. On connaît son corps. Quand quelque chose change, il faut faire tout ce qu'il faut pour avoir le cœur net, savoir ce qui se passe vraiment. Ouais. Ok, je vais voir, est-ce qu'on a des questions? Oh, ok, je n'avais pas fait attention qu'on avait des questions. Il y a Saint-Tige qui nous demande « Bonjour tout le monde, merci Andilade pour ton témoignage. Pour avoir déjà consulté pour un nodule dans le sein, je confirme qu'on peut avoir des nodules bénins dans le sang. » Ok, le commentaire est juste affiché là. Et oui, ils disent même en France qu'il faut refaire une écho de contrôle 6 mois après. Donc, c'est pour dire que ça aurait pu être bénin, comme ça aurait pu être cancéreuse, comme dans ton cas aussi. Donc, il faut pas prendre de chance, il faut vraiment consulter et aller voir avoir le fin mot de la situation, en fait. Et Henri qui dit, qui te dit, merci pour le soutien, j'imagine. Et force à toi, Andilade. Et merci. Est-ce qu'on sait si les assurances au Bénin prennent en charge le cancer? Et le fait... Oui, vas-y. Sincèrement, je sais pas. Je sais qu'ils prennent en charge les analyses, les examens. Mais sincèrement, je veux pas dire non, oui, parce que j'ai pas d'assurance. J'ai jamais été intéressée par une assurance parce que je me suis dit, je n'aurai jamais rien de grave. Comme je le dis, on pense que ça arrive aux autres, voilà. Donc, je sais pas vraiment si on charge les cancers ou pas, mais je suis sûre que si j'avais une assurance, ça allait sûrement, parce qu'il y a évacuation sanitaire au Bénin, ça allait sûrement me coûter beaucoup moins cher que ce que je dépense maintenant parce que c'est à fond propre. Donc, je sais pas vraiment si elle prend en charge ça. Okay. Dès que je rentre, je vais devoir prendre une assurance parce que avec tous les examens que j'aurai fait pendant les 10 prochaines années, j'ai pas le choix. Donc, du coup, je serai à cette étape-là. Ok. Mais il y a une partie de sa question qui demande, est-ce que le fait d'avoir eu le cancer joue le fait d'être assurable au Bénin? Ça, tu sais pas encore, hein? Je sais pas. Tu sais pas. Je sais que quand tu as une assurance, on te fait un peu une fiche pour tes antécédents. Donc, je sais pas si je pourrais en avoir. Donc, dès que je serai au Bénin, je vais en avoir. Tu vas te renseigner par rapport à ça. Parfait. Et on a une autre question de Samy qui demande, après la radiothérapie, est-ce que tu pourras reprendre le basket? Je pourrais reprendre le basket. Normalement, oui, quand je vais rentrer, parce que j'ai vraiment pas fait d'activité sportive depuis pratiquement un an, hein, parce qu'avant ça, il y avait après du Covid, on avait arrêté toutes les activités sportives. Donc, ça fait déjà pratiquement un an que j'ai pas fait de sport, d'activité sportive intense. Donc, dès que je rentre d'abord, je vais reprendre peu à peu, et espérer réintégrer l'équipe très vite. Exactement. C'est ça, il demande aussi, est-ce que le cours normal de ta vie va reprendre? Il n'y aura plus jamais de chimiothérapie. Donc, j'imagine qu'il veut savoir, est-ce que tu pourras dire que c'est fini là, que c'est du passé? Je pourrais dire que je suis en rémission en attendant les 10 prochaines années pour dire que je suis guérie. Mais normalement, tout va reprendre parce que j'ai gardé, j'espère que mon patron me regarde. J'ai gardé mon emploi, donc je vais reprendre sa vie, ça va reprendre en attendant que mes cheveux poussent. Mais en gros, ça va reprendre. Ça va pousser. Mais c'est quand même drôle. Je sais pas pourquoi j'avais cette idée-là, mais je me disais que vu la résistance des cheveux afro, qu'ils allaient résister. Non, en tête. Je m'amusais, je fais comme ça. Ouais. J'ai une touffe dans la main. Une touffe de cheveux dans la main. C'est fou comment ces médicaments sont. Le produit est très, très fort parce qu'apparemment, à ce que j'ai entendu, ce produit, les quatre premières cures, là, en fait, j'ai l'impression qu'ils disent que le corps humain ne peut accepter que 6 maximum. Maximum 6. À quel point c'est fort, ce produit-là. Wow. Exactement. Et Stéphie qui dit merci pour ton témoignage.
tu dois être une femme très forte à la base. Oui, c'est sûr, hein, parce que ça se voit. Mais malgré tout ce que tu traverses, tu as ce beau sourire, tu as le courage de nous parler déjà. Donc, c'est ce que ça témoigne d'une grande force. Et donc, beaucoup de courage à toi et grand merci à tous ceux qui te soutiennent dans l'ombre. Un clin d'œil à ta sœur qui est à tes côtés. C'est ça, nous aussi, on dit merci beaucoup Je vais vous la présenter. Ah, elle est avec toi? Oui, je vais vous la présenter, elle est avec moi. Je vais vous la présenter. Okay, on ne savait pas. Je vais vous la présenter tout de suite. Mouda, on te réclame. Oui, on te réclame. On te réclame. Vous payez combien? Tout ce que tu voudras. Tu mérites tellement. Allô, bonjour, Dada, c'est ça. Hein? Mais oui, c'est ma petite soeur. Il y a 3 sa petite soeur. Ah, mais vous avez le style avec les lunettes dans la famille. Et genre, c'est hallucinant comment j'adore vos lunettes. Merci beaucoup pour tout, pour le soutien. C'est vrai que c'est de famille, mais tu sais, c'est pas n'importe qui laisse tout pour accompagner sa soeur. Merci infiniment. Et tu sais, on voit l'effet de tous ces soutiens là sur sa santé aussi. Donc, que Dieu vous le rentre son tube, comme on le dit. Soit tu as un mot à dire à ceux qui nous suivent et comment tu traverses ça avec elle et tout. C'est vraiment ton un peu sous le coup là, mais. Pas vraiment, juste que bon, elle nous a tous surpris par la force dont elle fait preuve. Et bon, c'est encore elle qui essaie de consoler nos parents et tout, parce que c'est très difficile pour les parents, surtout pour les mamans, de voir les enfants, surtout qu'on est loin et tout, c'est compliqué. À chaque fois, c'est encore elle qui essaie de dire à notre maman qu'elle va aller en rendre bientôt et tout. Donc, c'est la force mentale, en fait, qui fait vraiment qu'elle arrive à évoluer et qu'on arrive tous à supporter la situation. En fait. Exactement. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et beaucoup de courage. D'être là pour elle. Je vous en prie. Nous, on essaie juste de profiter de son ouverture d'esprit et si ça peut aider une ou deux personnes, c'est tant mieux. Donc, merci à vous pour votre générosité. Apparemment, c'est de famille à générosité. Donc, on vous dit merci. C'est la plus de la famille. on va pas douter là-dessus. Merci beaucoup et bon dimanche à toi. Il y a Cynthia qui demande, qui partage l'expérience d'un ami médecin au Bénin qui m'a raconté que tous les patients ne sont pas prêts à accueillir les réponses négatives et les médecins sont parfois agressés. Ah, carrément. Donc, tous les médecins n'ont pas juste la fibre humaine au sens tact, justesse, et ça n'a pas de pays. Ça, c'est sûr. Donc, il faut surtout tomber sur les bonnes équipes et qu'ils aient une osmose avec l'oncologue et son patient. Bon, oui, c'est vrai quand même que ils peuvent dire que le médecin a mal fait son boulot et s'énerver et peut-être agresser, c'est possible. Mais bon, si tout le monde était comme moi, on allait juste regarder le médecin et dire, OK, poser toutes les questions qu'il a posées et on allait mieux comprendre. Mais je comprends pas parce que comme on t'a vu, c'est vrai. Il y a quand même des personnes qui sont très agressives, donc je comprends. Ouais. Mais tu sais, pour éviter tout ça, quand le patient ne pose pas de questions, peut-être ne pas donner plus d'informations, mais quand la personne est dans une démarche de savoir ce qu'il a, exactement. Et Perside, il y a des gens qui se font enlever les 2 seins en prévision s'il y a déjà eu un cancer au sein de la famille. Et la célèbre, Angelina Jolie l'a fait il y a quelques années. Est-ce que c'est elle s'est fait poser des implants, je crois. Moi, maintenant, avant de faire ma chirurgie plastique, il faut que j'attende oui. La question est là, je la vois là, oui. Enlever le deuxième sein, je sais pas, mais c'est pas nécessaire. En fait, de la chirurgie esthétique, mais je dois attendre 2 ans post-traitement avant de penser à un implant et tout. Voilà, je vais faire je vais pas enlever le deuxième sein. Non, je n'y pense pas, je veux pas y penser. J'ai déjà perdu, je vais pas faire le second. Mais je vais faire de la chirurgie esthétique après, bien après, pas maintenant. Après. Pour l'instant, je me contente de la prothèse en silicone qui m'aide beaucoup, surtout pour m'habiller. D'accord, super.
Ok. Et c'est ça, ça c'est la page Instagram de Andy. Donc, allez suivre sa page et si vous avez des personnes qui sont en train de, enfin, des personnes qui sont en train de traverser cette expérience, faites-lui suivre, faites-les visiter la page Andy qui contient quand même beaucoup d'informations par rapport à son expérience. Et elle est aussi ouverte à discuter avec qui le veut. Donc, profiter de de ce privilège-là, en fait, pour, pour essayer de trouver un peu de support extérieur dans cette expérience qui peut être douloureuse. Donc, on tend vers la fin du live. Donc, une fois encore, je vais te dire merci, merci, merci. Ben, comme je l'ai dit, c'est pas donné à tout le monde de venir exposer, en fait, ce qu'il vit. Donc, merci à toi pour ça. Et puis, est-ce que tu as quelque chose à dire pour clore ton interview? Quelque chose à dire, pas vraiment, juste que je dis merci à Dieu, merci à à tous ceux qui me soutiennent. Merci aussi à ces quelques personnes qui me soutiennent financièrement. C'est vrai que cette période est compliquée pour tout le monde. Le Covid est là, rien ne marche plus c'est compliqué pour tout le monde. Donc, merci à vous pour vos messages, pour votre soutien financier, merci pour vos appels. Merci de me donner le sourire aux lèvres, même quand parfois ça va pas. J'espère vous revoir très vite, en très bonne santé. Et dès que je finis ma radiothérapie, je retourne pour moi rapidement parce que ici, je suis fatiguée du froid, je suis fatiguée de tout ce qui est en gros, c'est ça. Donc, en gros, bon. Est-ce que tu sais à peu près combien de temps il te reste là-bas? Tu sais à peu près combien de temps il te reste à faire en Tunisie? J'ai fait la huitième radiothérapie le vendredi passé. C'est tous les jours sauf le week-end. Donc, j'ai une cure tous les jours sur la le week-end. J'ai 25 séances à faire au total. Donc, j'ai encore environ 3 semaines de traitement. Okay. Donc, je devrais finir fin février. Fin février. Je devrais revenir en mars normalement. Ok. En mars, normalement. On croise les doigts pour ça. On croise vraiment les doigts. C'est presque la fin. Et je vais bien, ne vous inquiétez pas. Je vais très bien, tout se passe bien. Je vais bien. Ça va. Merci beaucoup à toi, Andila. Et puis, merci à vous pour cette opportunité. Je t'en prie, c'est nous qui te remercions. Et tu sais, dans les commentaires, tout le monde te dit merci, comme nous aussi. Donc, on est vraiment reconnaissant que tu nous donnes ce privilège-là. Et c'est ça, on dit merci, on dit du courage à tous ceux qui sont en train de se battre entièrement contre le cancer. Et on rappelle à tout le monde que c'est vraiment important de faire la prévention. Je pense qu'il faut faire la palpation. Je sais pas exactement comment il faut le faire, genre, je vais pas me mettre à le montrer là. Donc, consultez votre gynécologue pour qu'il vous le montre si vous ne savez pas comment le faire. Et quand vous avez des soupçons par rapport à votre santé, consultez. Parce qu'en dehors du cancer du sein, il y a aussi le cancer du col de l'utérus, qui est la deuxième cause de cancer chez les femmes au Bénin. Donc, faites attention à vous, prenez soin de vous. Et on se dit à dimanche prochain. Et à dimanche prochain, on va reparler d'entrepreneuriat et on aura un interview avec Mabel Adekambi qui est la queen de King of Soto. Donc, on espère que vous serez nombreux connectés dimanche prochain. Et on dit merci encore une fois, Andila. Et puis, à très bientôt et bon courage à toi. Et on espère que te revoir bientôt à Cotonou en pleine forme. Et on va prier que tes cheveux vont revenir. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci. Bye. Bye à tout le monde.